La douleur de la perte a déchiré mon âme, mais la trahison a été le coup de poignard le plus profond. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme qui avait promis de m'aimer serait le même qui me prendrait tout. Mais le destin, il a une façon cruelle de nous montrer que, parfois, la plus grande ruine est le début d'une force inébranlable. Le soleil se levait paresseusement sur le petit village de Clairefontaine, peignant le ciel de teintes oranges et roses, qui se reflétaient dans les eaux calmes de la rivière. Pour Marine, chaque aube était une promesse de paix, un rappel de la vie simple et heureuse qu'elle aimait tant. Au début de la vingtaine, ses journées étaient remplies par le soin des enfants du voisinage, qu'il adorait, et la compagnie de son grand-père, le vieux Jean, un ancien policier à la retraite dont la sagesse était aussi vaste que les histoires qu'il racontait. La maison en bois, avec ses fenêtres bleues et un petit jardin fleuri, était le refuge de Marine. Là, chaque recoin gardait le souvenir de sa mère, partie trop tôt, laissant un vide que seul son grand-père parvenait à combler. Jean était son port sûr, son conseiller, la seule famille qui lui restait. Ses yeux, autrefois vigilants et fermes, portaient désormais la douceur de l'âge, mais son esprit restait vif, attentif à chaque détail de la vie du village. Ce matin-là, cependant, quelque chose brisa la routine sereine. En arrosant les pétunias sur la véranda, Marine vit. Tombé au milieu du chemin de terre battue, un pigeon gisait inerte, ses plumes grises tachées d'un rouge foncé. Un frisson lui parcourut l'échine. Elle n'était pas superstitieuse, mais l'image de l'oiseau mort, si près de sa maison, lui apporta un pressentiment de malchance, une ombre froide qui s'étendit sur la chaleur du soleil matinal. « Grand-père, viens voir ça », appela-t-elle, la voix étranglée par une appréhension qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Jean, qui était dans la cuisine en train de préparer le café, vint sur la véranda, ses pas lents et fermes. Ses yeux parcoururent le pigeon, et un soupir lourd s'échappa de ses lèvres. « Mauvaise fortune, ma petite fille. C'est un avertissement, murmura-t-il d'une voix grave. Mais ne t'inquiète pas, ce qui doit être sera. Et nous serons prêts. » Malgré les paroles rassurantes de son grand-père, l'incident laissa Marine inquiète. Elle tenta de chasser cette pensée, se concentrant sur les tâches du jour. Plus tard, en aidant les enfants à cueillir des fruits dans le verger, un sourire revint sur ses lèvres. L'innocence et la joie des petits étaient un baume pour son âme. Ce même jour, Jonas, le voisin, apparut. Jonas était un homme de peu de mots, avec un passé compliqué que tout le village connaissait. Il avait purgé une peine pour une erreur de jeunesse, mais depuis son retour, il travaillait dur dans le petit atelier de mécanique qu'il avait hérité de son père, essayant de reconstruire sa vie. Ses yeux, bien que souvent sombres, avaient un éclat doux lorsqu'il regardait Marine. Il apportait toujours un petit cadeau, une fleur des champs, un fruit frais, et ses gestes, bien que maladroits, étaient chargés d'une affection sincère. « Marine, » dit-il, lui tendant une rose sauvage. « Pour toi. Elle sent l'espoir. » Elle accepta la fleur, sentant une chaleur dans sa poitrine. Jonas était bon, à sa manière. Mais il y avait quelque chose en lui, une mélancolie profonde, qui l'empêchait de le voir comme plus qu'un ami. Quelques jours plus tard, le village reçut un visiteur inattendu. Une voiture de luxe, chose rare à Clairefontaine, s'arrêta devant la maison de Marine. Un homme grand, aux cheveux sombres et aux yeux perçants, descendit du véhicule. Il se présenta comme Cédric, un touriste intéressé par la région, et qui sait, par l'achat d'une maison dans les environs. Sa voix était douce, son sourire, captivant. Il dégageait un charme urbain, qui contrastait fortement avec la simplicité du village. « J'ai entendu dire que vous louiez des chambres aux visiteurs, » dit-il à Jean, qui le reçut avec la méfiance habituelle d'un ancien policier. Marine observait de loin, ressentant une curiosité qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Cédric était différent. Leurs regards se croisèrent un instant, et une rougeur monta au visage de Marine. Il y avait quelque chose en lui qui l'attirait, une énergie magnétique qui semblait promettre une aventure, un détour de sa vie paisible. Cédric s'installa dans la chambre d'amis, et sa présence apporta une nouvelle dynamique à la maison. Il était poli, attentionné, et semblait sincèrement intéressé par les histoires de Jean et la vie de Marine. Ils passaient des heures à discuter sur la véranda, sous le ciel étoilé, et Marine se retrouvait de plus en plus enchantée par lui. Il parlait d'un monde qu'elle ne connaissait que par les livres, de grandes villes et d'opportunités,
et elle se surprenait à rêver d'une vie différente, à ses côtés. La romance naissante fleurissait sous le soleil de Clairefontaine, mais l'ombre du pigeon mort planait toujours. Cédric, avec son charme et ses promesses, semblait trop beau pour être vrai. Et, en effet, il l'était. La première réunion avec les habitants du village fut convoquée par un représentant d'une grande corporation immobilière, accompagné de Cédric. La salle de la petite association communautaire était bondée, et la tension était palpable. Le représentant, un homme en costume-cravate avec un sourire forcé, commença à parler d'un projet de développement pour la région, une entreprise de luxe qui apporterait progrès et opportunités. Puis vint la proposition. Ils offrirent des sommes dérisoires pour les maisons, bien en dessous de leur valeur. La menace voilée était claire, soit ils vendaient, soit ils seraient forcés de partir. La voix de Cédric, autrefois si douce et accueillante, résonnait maintenant dans la salle, expliquant les avantages de la vente, comme s'il était l'un des leurs. Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'homme dont elle tombait amoureuse faisait partie de tout cela. Ce regard, autrefois si doux, semblait maintenant froid et calculateur. La menace de démolition du village, de destruction du foyer de tant de familles, y compris le sien, devint réelle. Le pressentiment de malchance se matérialisait, non pas comme un événement isolé, mais comme une tempête qui se formait à l'horizon, prête à balayer tout ce que Marine connaissait et aimait. La trahison personnelle, la douleur de voir l'homme qui l'avait enchantée se révéler un ennemi, n'était que le début. La réunion se termina dans un murmure d'indignation et de désespoir. Les habitants de Clairefontaine, autrefois unis par la simplicité de leur vie, se retrouvaient désormais confrontés à une menace qui semblait invincible. Marine sentait son cœur serré, non seulement par la perte imminente de son foyer, mais par la trahison qui la consumait. Cédric, l'homme qui avait éveillé en elle des sentiments longtemps endormis, s'était révélé être un loup déguisé en agneau. Nous ne pouvons pas accepter cela. La voix de Jean résonna sur la petite place du village, où les habitants s'étaient rassemblés après la réunion. Nos terres, nos maisons, c'est notre histoire. Nous ne les donnerons pas gratuitement à ces vautours. Le discours du grand-père, chargé d'une force que Marine pensait avoir disparu avec l'âge, ralluma une flamme de résistance dans le cœur des voisins. Ils refusèrent de vendre. Le village, qui était autrefois une oasis de paix, se transforma en un champ de bataille silencieux, où l'union des habitants était la seule arme contre la cupidité de la corporation. Cédric, de son côté, tenta de se rapprocher de Marine. Ses yeux, autrefois si pleins d'un éclat séducteur, semblaient désormais porter un poids, une ombre de culpabilité. « Marine, s'il te plaît, écoute-moi » implora-t-il, essayant de lui prendre la main. « Ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Je peux expliquer. » Mais Marine recula, la douleur de la trahison plus forte que toute curiosité. « Expliquer quoi, Cédric ? Que tu t'es approché de moi, de ma famille, de mon village, avec un plan pour nous détruire. Que chacun de tes mots était un mensonge. Il n'y a pas d'explication à cela. » Ces mots étaient tranchants, chargés d'une profonde amertume. Elle ne pouvait plus voir l'homme charmant qui l'avait enchantée, seulement l'agent de la corporation qui menaçait son monde. Les jours qui suivirent furent marqués par une tension croissante. La corporation ne tarda pas à montrer ses griffes. Des voyous, des hommes grands et menaçants, commencèrent à rôder autour du village. D'abord, ce n'étaient que des regards intimidants, des murmures de menaces. Puis, vinrent les incidents. Des clôtures abattues, de petits incendies dans les plantations, des animaux lâchés. La peur commença à s'installer, rongeant la résistance des habitants. Jonas, le voisin, fut l'un des premiers à ressentir la fureur des hommes de main. Son atelier de mécanique, qui était son gagne-pain, fut vandalisé. Des outils cassés, des pièces volées. Il apparut chez Marine, le visage marqué par la colère et l'impuissance. « Ils veulent nous briser, Marine. Ils veulent nous faire abandonner, dit-il d'une voix rauque. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. » Marine sentait l'angoisse grandir. Chaque jour, le village perdait un peu de sa lumière. Les enfants, autrefois si joyeux, jouaient maintenant en silence, les yeux attentifs à tout mouvement étrange. Le grand-père, Jean, tentait de maintenir le moral, organisant des veillées et des réunions pour discuter de stratégie. Mais la pression était immense.
Une nuit, le pire arriva. Marine était dans la cuisine, préparant le dîner, quand elle entendit un bruit venant de la véranda. Elle y courut, le cœur battant, et vit une scène qui lui glaça le sang. Deux grands hommes, le visage couvert de cagoules, agressaient son grand-père. Jean, malgré son âge, tentait de résister, mais c'était inutile. Il tomba au sol, gémissant de douleur. « Signe ces papiers, vieil homme, ou ta petite-fille en paiera le prix. » grogna l'un des hommes, pointant un couteau sur Marine, qui était paralysée de terreur. Le grand-père, le visage ensanglanté et les yeux larmoyants, regarda Marine. La peur dans ses yeux n'était pas pour lui, mais pour elle. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Les mains tremblantes, il prit le stylo que le voyou lui offrait et signa les documents de vente, abandonnant le dernier morceau de sa résistance. Les hommes partirent, laissant une traînée de douleur et de désespoir. Marine courut vers son grand-père, l'embrassant fort, les larmes coulant sur son visage. « Grand-père, pourquoi as-tu fait ça » sanglota-t-elle. « Je ne pouvais pas laisser qu'il te fasse du mal, ma petite fille, » murmura-t-il d'une voix faible. « Notre maison, ce n'est qu'un morceau de bois. Toi, tu es ma vie. » Cette nuit-là, j'en ne pus dormir. La douleur physique était grande, mais la douleur de l'humiliation, d'avoir été forcée de céder ce qui lui appartenait, était encore plus grande. Marine s'occupa de lui avec toute sa tendresse, mais elle sentait que quelque chose s'était brisé en son grand-père. Lui, qui avait toujours été le roc de la famille, semblait maintenant un homme vaincu. Quelques jours plus tard, le grand-père de Marine décéda. Ce ne fut pas l'agression directe qui l'emporta, mais la tristesse, la perte de dignité, le sentiment d'avoir échoué à protéger son foyer et sa petite-fille. Marine sentit le monde s'effondrer. La seule famille qui lui restait, son port sûr, était partie. Elle était seule, dévastée, au milieu d'un village qui s'écroulait. La mort de Jean fut le coup de grâce pour de nombreux habitants. Sans le leadership et la force du vieux policier, la résistance s'évanouit. Un par un, ils cédèrent à la pression, signant les documents de vente pour des sommes dérisoires. Les machines arrivèrent. Le bruit assourdissant des pelleteuses déchirait le silence du village, démolissant maisons, rêves et souvenirs. Marine assista, impuissante, à la démolition de sa propre maison. Les murs de bois qui gardaient le souvenir de sa mère, le jardin fleuri qu'elle soignait tant, tout devint poussière. Ce foyer, qui était le prolongement de son âme, fut réduit en décombres. Elle perdit sa maison, son grand-père, son innocence. Elle se sentait vide, un écho d'elle-même, errant parmi les débris de sa vie. Au milieu de cette obscurité, une nouvelle et inattendue vérité commença à se manifester. Marine se sentait étrange, nauséeuse, avec une fatigue qu'elle ne parvenait pas à expliquer. Au début, elle attribua les symptômes au stress et à la profonde tristesse. Mais les jours passèrent, et la sensation persistait. Une visite discrète à la sage-femme du village confirma ce que son cœur pressentait déjà, mais que son esprit refusait d'accepter. Elle était enceinte. Enceinte de Cédric. La nouvelle la frappa comme un éclair. Un mélange de choc, de colère et d'une peur accablante. Comment pouvait-elle être enceinte de l'homme qui l'avait trahie, qui avait détruit sa vie? La solitude l'enveloppa comme un lourd manteau. Mais, au milieu du désespoir, une petite flamme d'espoir et une nouvelle motivation commencèrent à surgir. Ce petit être en elle était la seule chose qui restait d'un amour qu'elle avait cru réel, et maintenant, c'était la seule raison de continuer. Elle n'était plus seule. Elle avait un enfant à protéger, un héritage à honorer. La passivité fit place à une détermination féroce. Elle devait se battre. Se battre pour son grand-père, pour sa communauté, et maintenant, pour son bébé. En rangeant les quelques affaires qu'elle avait réussi à sauver des décombres de sa maison, Marine trouva quelque chose. Caché sous une latte de plancher lâche dans la chambre qu'avait occupée Cédric, il y avait un petit carnet à couverture de cuir. C'était le sien. Les mains tremblantes, elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des notes détaillées sur les habitants du village, leurs points faibles, la valeur de leurs propriétés, et des diagrammes complexes qui semblaient faire partie du plan d'expropriation. Il y avait aussi des noms, des dates et même quelques conversations transcrites. Ce carnet était la preuve. La preuve de la fraude, de la corruption, de l'injustice. C'était l'arme dont elle avait besoin.
Le carnet en main et la vie pulsant en elle, Marine prit une décision. Elle ne serait plus une victime. Elle irait à la police. Elle chercherait justice. Pour son grand-père, pour sa communauté, et pour l'avenir de son enfant. Le carnet de Cédric en main, Marine ressentait un mélange de peur et d'un courage nouvellement découvert. Ce petit objet en cuir était la clé pour démêler la toile de mensonges et de corruption qui avait détruit sa vie. Mais aller à la police, dans une ville où l'influence de la corporation semblait omniprésente, était un risque. Elle savait qu'elle devait être prudente, mais l'image de son grand-père, le souvenir de sa maison en ruine et la vie qui grandissait en elle la poussaient. Elle chercha Jonas. Le voisin, malgré sa propre souffrance et la destruction de son atelier, gardait encore une lueur d'espoir dans les yeux quand il s'agissait de Marine. Il l'écouta attentivement, la colère montant dans sa poitrine à chacun de ses mots. « Ce carnet, c'est la preuve dont nous avons besoin, Marine, » dit Jonas, les poings serrés. « Mais la police d'ici, ils sont achetés. Le commissaire, ce Dubois, a toujours été ami avec le père de Cédric. Nous ne pouvons pas leur faire confiance. » La révélation de Jonas confirma les pires craintes de Marine. La corruption était plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Mais cela ne la ferait pas abandonner. Au contraire, cela ne fit que renforcer sa détermination. Ils avaient besoin d'un plan. Pendant ce temps, Cédric était plongé dans son propre enfer personnel. La vision de Marine, les yeux pleins de douleur et d'accusation, le hantait. La démolition du village, le désespoir des habitants, la nouvelle de la mort du grand-père de Marine, tout cela pesait sur sa conscience comme un roc. Il avait été élevé dans un monde de privilèges, où le pouvoir et l'argent dictaient les règles, mais il n'avait jamais imaginé que ses actions puissent causer tant de destruction. Il tenta de se justifier, de se convaincre qu'il ne faisait que suivre des ordres, qu'il était un pion dans un jeu plus grand. Mais l'image du pigeon mort, dont Marine lui avait parlé, et le pressentiment de malchance qu'elle avait ressenti, semblaient maintenant un sombre présage de sa propre ruine. Il se souvenait de l'éclat dans les yeux de Marine quand elle parlait de sa maison, de son grand-père, et la culpabilité le rongeait. La nouvelle de la grossesse de Marine parvint à Cédric de manière indirecte, par l'un des hommes de main qui rôdait encore dans le village. Au début, il refusa d'y croire. Ce n'était pas possible. Mais l'image de Marine, si fragile et en même temps si forte, enceinte de son enfant, le frappa avec une force accablante. Ce bébé, fruit d'un amour qu'il avait trahi, était la preuve vivante de son échec, mais aussi une chance de rédemption. Il savait que son beau-père, l'homme d'affaires sans scrupules derrière toute l'opération, n'hésiterait pas à détruire quiconque se mettrait en travers de son chemin. Et maintenant, Marine et son enfant étaient en danger à cause de lui. Cédric sentit un nœud dans la gorge. Il devait faire quelque chose. Il devait réparer ses erreurs, même si cela signifiait tourner le dos à sa propre famille et au monde qu'il connaissait. La première action de Cédric fut de confronter son beau-père, le puissant docteur Auguste. La luxueuse salle de réunion, avec sa vue panoramique sur la ville, semblait un monde à part du village en ruine. « Père, ce que nous faisons est mal, » dit Cédric, la voix ferme, malgré le tremblement de ses mains. Les gens souffrent. Le grand-père de Marine est mort à cause de cela. Et elle est enceinte. Auguste, un homme au visage froid et au regard calculateur, se contenta de rire. Enceinte? D'une paysanne? Cédric, ne sois pas naïf. Ce n'est qu'une tactique pour te manipuler. Et quant au vieil homme, il était un obstacle. Les obstacles sont supprimés. La froideur de son beau-père choqua Cédric. Il avait toujours connu l'ambition d'Auguste, mais n'avait jamais imaginé une telle cruauté. La conversation se transforma en une discussion animée, où Cédric tenta, en vain, de faire comprendre à son beau-père l'humanité derrière ses plans. Ensuite, Cédric confronta son ex-fiancée, Sophie. C'était une femme élégante, habituée au luxe et au contrôle. Cédric avait toujours senti qu'il y avait quelque chose de superficiel dans leur relation, mais il n'avait jamais imaginé l'étendue de sa manipulation. « Sophie, je sais pour Marine. Elle est enceinte de mon enfant, » dit Cédric, cherchant une réaction, une once d'humanité. Sophie, avec un sourire cynique, révéla la vérité que Cédric n'aurait jamais pu imaginer. « Ah, la paysanne? Quel dommage. Je t'ai dit que j'étais enceinte, n'est-ce pas? Mais c'était un mensonge, »
Cédric. Je ne l'ai jamais été. Et si je l'avais été, j'aurais trouvé un moyen. Je n'aurais pas supporté d'avoir un enfant de toi, surtout avec toi qui t'implique avec ces gens. J'ai moi-même provoqué un avortement, au cas où il y aurait une chance. Mais il n'y en avait pas. Les mots de Sophie frappèrent Cédric comme un éclair. La fausse grossesse, la manipulation, la froideur avec laquelle elle parlait d'un avortement qui n'avait jamais existé, tout s'emboîtait. Il réalisa qu'il avait été une marionnette entre les mains de sa famille, aveuglé par l'ambition et la commodité. La colère et le dégoût l'envahirent. Il avait été trompé, manipulé, et maintenant, la femme qu'il aimait souffrait des conséquences. Pendant que Cédric affrontait ses démons, Marine et Jonas continuaient leur quête de justice. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas faire confiance à la police locale. La solution serait de porter le carnet et l'histoire hors du village, aux autorités supérieures, à la presse, si nécessaire. Nous devons aller à la capitale, Marine, suggéra Jonas. Là, nous trouverons peut-être quelqu'un qui n'est pas dans la poche du docteur, Auguste. L'idée était effrayante, mais Marine savait que c'était la seule chance. Elle était prête à aller jusqu'au bout, non seulement pour elle et son enfant, mais pour toutes les familles qui avaient perdu leur foyer, pour tous les souvenirs qui avaient été balayés par la cupidité. À chaque pas, elle sentait la force de son grand-père, la résilience de sa mère, et la promesse d'un avenir pour son bébé. Le voyage serait long et dangereux, mais Marine n'était plus seule. Elle avait Jonas à ses côtés, un ami loyal qui était devenu son nouveau roc. Et d'une certaine manière, elle sentait que Cédric, malgré tout, commençait aussi à se battre pour elle, même de loin. La vérité éclatait, et la justice, bien que lente, commençait à faire tourner ses rouages. La décision de se rendre à la capitale ne fut pas facile, mais Marine sentait que c'était la seule issue. Le village de Clairefontaine, désormais un paysage de décombres et de désespoir, n'offrait plus d'espoir. Avec Jules à ses côtés, elle rassembla le peu qui lui restait, quelques vêtements, les souvenirs de son grand-père dans une petite boîte, et surtout, le carnet de Charles. Cet objet, autrefois symbole de trahison, était désormais son arme la plus puissante. Le voyage se déroula en silence, seulement interrompu par les pensées agitées de Marine. Elle regardait le paysage s'éloigner, ressentant la douleur de la perte, mais aussi une détermination croissante. Le bébé dans son ventre était un rappel constant qu'elle ne se battait pas seulement pour elle-même, mais pour une nouvelle vie qui dépendait d'elle. Dans la capitale, la réalité était brutalement différente de la vie paisible du village. Des bâtiments imposants, le bruit incessant des voitures, l'indifférence des gens. Marine et Jules se sentaient petits et perdus au milieu de l'immensité de la ville. Ils savaient que la bureaucratie et la corruption pourraient y être encore plus difficiles à combattre. Le premier arrêt fut le commissariat central. Marine, le carnet à la main, tenta d'expliquer la situation à un commissaire qui semblait plus intéressé par son café que par son histoire. Il écouta avec un air de dédain, secoua la tête et finit par dire « Madame, ce sont des accusations très graves. Nous avons besoin de preuves plus concrètes. » Et honnêtement, la corporation du docteur, Auguste a une réputation irréprochable. La frustration de Marine était palpable. La corruption semblait avoir des racines encore plus profondes qu'elle ne l'avait imaginé. Mais Jules ne la laissa pas se décourager. « Je t'ai dit que ce serait difficile, Marine. Mais pas impossible. Nous allons chercher la presse. Ils adorent une bonne histoire d'injustice. » Pendant ce temps, Charles luttait contre le temps. Les révélations de Sophie et la froideur de son beau-père l'avaient éveillé à la vraie nature de sa famille. Il ne pouvait plus être complice. L'image de Marine, enceinte et seule, le poussait à agir. Il savait qu'il devait dénoncer le complot, mais comment ? Son beau-père était puissant, avec des connexions partout. Charles commença à rassembler ses propres preuves. Accès à des documents internes de la corporation, emails, enregistrements de conversations. Il savait qu'il risquait tout, son héritage, sa réputation, peut-être même sa vie. Mais la culpabilité et le désir de rédemption étaient plus forts que la peur. Il devait laver son nom, non seulement pour Marine, mais pour lui-même. Il tenta de contacter Marine, mais elle avait changé de numéro et ne répondait pas à ses messages. Il comprenait. La douleur qu'il avait causée était immense. Mais il fallait qu'elle sache qu'il se battait pour elle, qu'il avait changé.
La quête de justice de Marine et Jules les mena à un petit cabinet d'avocats spécialisés dans les affaires sociales. L'avocate, maître Hélène, une femme d'âge moyen au regard fatigué mais déterminé, écouta attentivement l'histoire de Marine. Elle feuilleta le carnet de Charles, ses yeux s'écarquillant à chaque page. « C'est de la dynamite, Marine, » dit Hélène d'une voix basse. « C'est la preuve dont nous avons besoin. Mais le docteur, Auguste est un homme dangereux. Nous devons être très stratégiques. » Hélène expliqua que la bataille serait longue et ardue, mais qu'il y avait de l'espoir. Elle commença à élaborer un plan qui comprenait la collecte de témoignages supplémentaires des habitants, la recherche de documents publics et la préparation d'une plainte formelle qui pourrait être transmise à des instances supérieures, loin de l'influence du commissaire Dubois. La nouvelle que Marine était dans la capitale et cherchait justice parvint au docteur, Auguste. Il était furieux. Cette paysanne insolente. Elle croit qu'elle peut me défier? Grogna-t-il à ses hommes de main. Ramenez-la. Et occupez-vous de cet ex-détenu qui l'accompagne. La menace devint réelle. Marine et Jules commencèrent à sentir qu'ils étaient suivis. Des regards vigilants à chaque coin de rue, des voitures suspectes garées près du bureau d'Hélène. La peur, qui avait été temporairement remplacée par l'espoir, commença à les hanter à nouveau. Charles, quant à lui, était de plus en plus isolé. Sa famille le considérait comme un traître. Ses amis, qui l'entouraient autrefois, l'évitaient maintenant. Il se sentait seul, mais à chaque preuve qu'il recueillait, à chaque pas qu'il faisait pour révéler la vérité, il ressentait une étincelle de paix. Il savait qu'il était sur la bonne voie. Il décida qu'il ne pouvait plus attendre. Il devait trouver Marine, il devait la protéger. Il savait que son beau-père n'hésiterait pas à lui faire du mal pour la faire taire. Charles utilisa ses contacts, sa connaissance du monde souterrain des informations de la ville, pour la retrouver. Un soir, alors que Marine et Jules quittaient le bureau d'Hélène, ils furent interpellés par deux grands hommes. La tension était palpable. Jules, avec ses instincts protecteurs aiguisés, plaça Marine derrière lui. « Vous venez avec nous » dit l'un des hommes d'une voix grave. Soudain, une voiture noire s'arrêta brusquement à côté d'eux. La portière s'ouvrit, et Charles en sortit, le visage marqué par l'inquiétude et la détermination. « Laissez-les tranquilles » cria Charles, se plaçant entre Marine et les hommes de main. « Elle n'a rien à voir avec ça. Je suis responsable. » Les hommes de main hésitèrent, surpris par l'apparition de Charles. Ils savaient qui il était, le fils du patron. Mais les ordres étaient clairs. L'un d'eux sortit une arme. La confrontation était imminente. Marine, le cœur battant, regarda Charles, l'homme qui l'avait trahi, risquait maintenant sa propre vie pour la protéger. Le remords dans ses yeux était visible, et une petite brèche d'espoir s'ouvrit dans son cœur. Peut-être, juste peut-être, avait-il vraiment changé. L'air nocturne de la capitale était chargé d'une dangereuse électricité. Les deux hommes de main, surpris par l'apparition de Charles, hésitèrent un instant, mais l'ordre de leur chef était clair, éliminer les obstacles. L'homme qui avait sorti l'arme la pointa directement sur Charles, qui resta inébranlable, protégeant Marine et Jules. « Tu ne feras pas ça, » dit Charles, sa voix basse mais empreinte d'une autorité que Marine ne lui avait jamais vue. « Pas pour un homme qui ne pense qu'à l'argent. Tu sais que c'est mal. » L'hésitation de l'homme de main était visible. Il connaissait Charles, savait sa position dans la corporation, même s'il était maintenant tombé en disgrâce. Mais l'autre homme de main, plus impulsif, se précipita sur Jules, qui était prêt à se battre. Ce fut un chaos de quelques secondes. Jules, avec l'agilité d'un homme qui avait déjà surmonté de nombreux dangers, esquiva l'attaque et riposta d'un coup précis. Charles, profitant de la confusion, désarma l'homme de main qui tenait l'arme. Un coup de feu retentit dans la rue, mais toucha le sol, pas quelqu'un. La sirène de police, déjà en route grâce à un appel discret d'Hélène, commença à se faire entendre au loin. Les hommes de main, réalisant que la situation devenait incontrôlable, s'enfuirent dans une voiture qui les attendait au coin de la rue, disparaissant dans l'obscurité de la nuit. Marine, le cœur toujours battant, regarda Charles. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un bref instant, toute la douleur et la colère qu'elle avait ressentie pour lui furent remplacées par un soulagement accablant. Il l'avait protégée. Il avait risqué sa vie pour elle. « Ça va ?» demanda Charles d'une voix rauque, ses yeux fixés sur les siens.
Oui, murmura Marine, toujours en train de digérer ce qui s'était passé. Merci, Charles. Jules, essoufflé, s'approcha. Tu es fou, Charles. Mais merci. L'arrivée de la police apporta un nouveau niveau de complication. Ils furent emmenés au commissariat pour faire une déposition. Charles, utilisant son influence et sa connaissance du système, s'assura que l'histoire soit enregistrée de manière à protéger Marine et Jules, tandis qu'il assumait la majeure partie de la responsabilité de la confrontation. Il savait qu'il se mettait dans une situation dangereuse, mais il s'en fichait. Au commissariat, Charles eut enfin l'occasion de parler seul à Marine. Il lui raconta tout, la manipulation de son beau-père, le mensonge de Sophie, son propre remords et la décision de révéler la vérité. Il lui montra les preuves qu'il avait recueillies, les documents internes, les emails. Je sais que rien de ce que je dirai n'effacera la douleur que je t'ai causée, Marine, dit-il, les yeux embués de larmes. Mais je jure que je me rattraperai. Pour toi, pour notre enfant et pour tous ceux de Clairefontaine. Marine écouta, le cœur déchiré. La douleur de la trahison était toujours là, mais la sincérité dans ses yeux, la façon dont il s'était risqué pour la protéger, commença à briser les barrières qu'elle avait érigées. La mention de « notre enfant » lui serra le cœur. Il savait. Il acceptait. « J'ai trouvé ton carnet », révéla Marine, le sortant de son sac. C'était ma motivation pour venir ici. Charles prit le carnet, et un sourire triste apparut sur ses lèvres. Je l'ai laissé là exprès, Marine. Je voulais que tu saches la vérité, même si je n'avais pas le courage de te la dire. Maître Hélène, qui les avait accompagnés au commissariat, fut impressionnée par la quantité et la qualité des preuves que Charles avait recueillies. Avec ça, nous avons un dossier très solide, confirma-t-elle. Mais le docteur, Auguste, ne lâchera pas facilement. Il ripostera. Et elle avait raison. La nouvelle de la confrontation et de l'implication de Charles parvint au docteur, Auguste. Il était furieux, se sentant trahi par son propre fils. Il a choisi le mauvais camp, grogna Auguste, les yeux pleins de haine. Il le regrettera amèrement. À partir de ce jour, la bataille devint encore plus intense. Charles, Marine et Jules, avec le soutien de Maître Hélène, formèrent une alliance improbable. Ils travaillèrent sans relâche, recueillant d'autres preuves, cherchant des témoins et préparant le terrain pour une bataille juridique qui promettait d'être épique. Charles, désormais un paria dans son propre monde, se consacra corps et âme à la cause. Il utilisa sa connaissance interne de la corporation pour démasquer chaque couche du complot, révélant la corruption du commissaire Dubois et d'autres fonctionnaires impliqués. À chaque nouvelle découverte, le réseau d'illégalité devenait plus clair. Marine, quant à elle, sentait la force du bébé qui grandissait en elle. La grossesse, autrefois un fardeau de solitude, était maintenant une source de force. Elle devint la voix de Clairefontaine, l'incarnation de la résistance. Son histoire, l'histoire de son village, commença à prendre de l'ampleur, attirant l'attention des médias indépendants et des militants sociaux. La presse, qui hésitait auparavant à s'attaquer à un nom aussi puissant que le docteur Auguste, commença à flairer l'histoire. Des articles apparurent, d'abord petits, mais de plus en plus audacieux, remettant en question les pratiques de la corporation et l'intégrité du commissaire Dubois. La pression sur le docteur Auguste et ses complices augmentait chaque jour. Ils tentèrent d'intimider Marine et Charles en envoyant de nouvelles menaces, mais le duo était déterminé. Charles, avec l'aide de Jules, installa des systèmes de sécurité et prit des précautions pour protéger Marine et le bébé. La confrontation finale approchait. La vérité éclatait, et la justice, bien qu'encore lointaine, semblait plus accessible que jamais. Marine et Charles, unis par un objectif commun et un amour renaissant des cendres de la trahison, étaient prêts à affronter ce qui allait arriver. L'alliance entre Marine, Charles et Jules, sous la direction stratégique de Maître Hélène, se transforma en une force imparable. Ils devinrent une équipe soudée, chacun contribuant avec ses compétences et ses connaissances à démanteler l'empire de mensonges et de corruption du docteur Auguste. Charles, grâce à son accès privilégié aux informations internes, révéla des documents et des emails compromettants qui exposaient l'étendue de la fraude et les noms des personnes impliquées. Marine, avec son histoire de douleur et de résilience, donna une voix aux habitants de Clairefontaine,
transformant la tragédie personnelle en un appel à la justice. Jules, avec sa loyauté inébranlable et son expérience de la rue, assura la sécurité de l'équipe et aida à recueillir des témoignages cruciaux. Maître Hélène, quant à elle, était le cerveau derrière la stratégie juridique. Elle savait que la bataille se déroulerait non seulement devant les tribunaux, mais aussi dans l'opinion publique. Elle commença à transmettre des informations à la presse indépendante qui, avide d'une histoire de David contre Goliath, embrassa la cause de Marine. Des reportages d'investigation commencèrent à révéler les pratiques douteuses de la corporation du docteur Auguste, la complicité du commissaire Dubois et la situation désolante du village de Clairefontaine. La pression médiatique et la menace d'un procès commencèrent à faire effet. Le docteur Auguste, habitué à agir dans l'ombre, vit son nom et sa réputation publiquement entachés. Il tenta de riposter en utilisant ses avocats pour menacer les médias et les parties impliquées, mais la situation tourna en leur défaveur. L'opinion publique, sensibilisée par l'histoire de Marine et la destruction du village, commença à se retourner contre lui. Malgré les progrès, le danger était constant. Marine et Charles savaient qu'ils avaient affaire à un homme sans scrupules. Les menaces devinrent plus directes, plus personnelles. Charles, qui vivait désormais dans un appartement discret, loin du luxe de sa vie passée, installa des caméras de surveillance et renforça les portes. Jules, avec sa présence protectrice, était toujours à proximité, veillant à la sécurité de Marine et du bébé. La grossesse de Marine avançait, apportant avec elle un nouveau niveau d'émotion et de vulnérabilité. Charles, autrefois un étranger, se montrait désormais un partenaire attentif et dévoué. Il l'accompagnait aux rendez-vous médicaux, préparait ses repas et passait des heures à parler au bébé dans son ventre. À chaque geste, chaque mot, il reconstruisait la confiance qu'il avait brisée. Marine, bien que toujours prudente, sentait son cœur s'adoucir. L'amour qu'elle croyait mort renaissait plus fort et plus mature au milieu de l'adversité. L'un des plus grands tournants émotionnels se produisit lorsque Charles, dans un moment de profonde réflexion, révéla à Marine un secret qu'il gardait depuis des années. « Ma mère, elle a toujours été contre les affaires de mon père », avoua-t-il d'une voix étranglée. « Elle a essayé de me prévenir, mais j'étais jeune et naïf. Elle m'a toujours dit de suivre mon cœur, de faire ce qui est juste, pas ce qui est facile. » La révélation apporta une nouvelle perspective sur Charles, montrant que derrière la façade de l'héritier ambitieux se cachait un homme avec des principes qui avaient été étouffés par l'influence paternelle. Maître Hélène, preuve en main, déposa finalement la plainte formelle contre la corporation du docteur Auguste et le commissaire Dubois. La nouvelle fit l'effet d'une bombe dans les médias. La corruption, l'expropriation illégale, la violence contre les habitants, tout fut révélé. Le parquet ouvrit une enquête, et des mandats de perquisition et de saisie furent émis. Le commissaire Dubois fut le premier à être arrêté. L'image de lui, menotté et le visage pâle, fut un soulagement pour Marine et tous les habitants de Clairefontaine. C'était le premier pas vers la justice, la première fissure dans le mur de l'impunité qui semblait infranchissable. L'arrestation de Dubois déclencha une série d'événements. D'autres fonctionnaires impliqués dans le complot furent enquêtés et arrêtés. La corporation du docteur Auguste fut perquisitionnée et ses comptes gelés. L'empire qu'il avait bâti sur la cupidité et l'exploitation commença à s'effondrer. Le docteur Auguste, acculé, tenta de s'enfuir. Mais Charles, anticipant les mouvements de son père, avait fourni des informations cruciales aux autorités. Il savait que ce serait douloureux, mais c'était le prix de la rédemption. L'homme d'affaires corrompu fut intercepté à l'aéroport alors qu'il tentait de prendre un vol privé à l'étranger. Son arrestation fut le point culminant de la bataille juridique, un moment de triomphe pour Marine et tous ceux qui avaient combattu à ses côtés. La nouvelle de l'arrestation du docteur Auguste et de ses partenaires se répandit comme une traînée de poudre. Le village de Clairefontaine, autrefois un symbole de désolation, était désormais un phare d'espoir. Les habitants, qui avaient tout perdu, commencèrent à entrevoir la possibilité d'un nouveau départ. Marine, avec Charles à ses côtés, sentit un poids énorme se soulever de ses épaules. La justice était rendue. Mais la lutte n'était pas encore terminée. Il y avait la reconstruction, la guérison des blessures, la construction d'un avenir pour son enfant et pour la communauté. L'arrestation du docteur Auguste et de ses complices résonna dans tout le pays,
témoignant du pouvoir de la vérité et de la résilience d'une communauté. Pour Marine, la nouvelle apporta un profond soulagement, le sentiment que la justice avait enfin prévalu. Mais la victoire n'effaçait pas les cicatrices. Le village de Clairefontaine était toujours un paysage de décombres, et la douleur de la perte de son grand-père résonnait encore dans son cœur. Cependant, il y avait un nouvel espoir, une lueur dans les yeux des habitants qui commençaient à revenir, poussés par la promesse d'un nouveau départ. Charles, bien que soulagé par l'arrestation de son père, portait le poids d'un mélange complexe d'émotions. La douleur de la trahison familiale était réelle, mais la certitude d'avoir fait ce qui était juste, d'avoir lutté pour Marine et pour son enfant, le remplissait d'une paix qu'il n'avait jamais connue dans sa vie de privilège. Il avait perdu un père, mais il avait gagné une famille, un but. L'entreprise du docteur Auguste, désormais sous tutelle judiciaire, était en cours de restructuration. Charles, avec le soutien de Maître Hélène et d'un conseil d'administration nouvellement formé, prit la direction, déterminé à transformer la corporation en un modèle d'éthique et de responsabilité sociale. Sa première et plus importante décision fut claire. L'entreprise s'engagerait à reconstruire Clairefontaine, maison par maison, avec la participation active des anciens habitants. La nouvelle de la reconstruction apporta une vague de joie et d'optimisme au village. Les habitants, qui avaient été dispersés par la tragédie, commencèrent à revenir, remplis d'une nouvelle énergie. Cet endroit, qui était autrefois synonyme de douleur, devenait maintenant un symbole de renaissance. Marine, avec le soutien de Charles et Jules, dirigeait les réunions communautaires, discutant des plans pour les nouvelles maisons, les espaces communs, la revitalisation de la rivière. Elle n'était plus la jeune femme naïve du début de l'histoire, elle était une leader, une voix pour sa communauté. La relation de Marine et Charles s'épanouissait au milieu de cette reconstruction. À chaque brique posée, à chaque arbre planté, ils construisaient non seulement un nouveau foyer, mais aussi la base d'un amour solide et mature. Charles était le partenaire dont elle avait besoin, attentionné, protecteur, et surtout, repentant. Il se consacrait à elle et au bébé avec une passion que Marine n'avait jamais imaginée. Les consultations prénatales devinrent des moments de joie et d'attente. Charles était toujours présent, tenant la main de Marine, écoutant les battements du cœur du bébé avec un sourire ému. Il parlait à l'enfant dans son ventre, promettant un avenir d'amour et de sécurité. À chaque échographie, à chaque mouvement du bébé, le lien entre eux se renforçait, transformant la douleur du passé en une promesse de bonheur. Jules, l'ami loyal, observait le bonheur de Marine avec un mélange de joie et une pointe de mélancolie. Il avait aimé Marine à sa manière, mais il savait que son cœur appartenait à Charles. Sa rédemption vint sous la forme d'une amitié et d'une loyauté inébranlables. Il devint le bras droit de Charles dans la reconstruction du village, utilisant ses compétences pratiques pour superviser les travaux et s'assurer que tout était fait avec le plus grand soin et respect pour les habitants. La famille de Charles, ou ce qu'il en restait, commença également à se réajuster. Sa mère, qui avait toujours désapprouvé les affaires de son mari, trouva enfin le courage de s'éloigner de lui et de soutenir Charles dans son nouveau chemin. Elle rendit visite à Marine, demandant pardon pour les actions de son mari et exprimant sa joie pour la grossesse. L'acceptation de la famille de Charles était une étape importante pour Marine, un signe qu'elle serait accueillie dans un nouveau foyer, dans une nouvelle vie. L'ex-fiancée de Charles, Sophie, disparut de la scène, honteuse et isolée par les révélations de ses mensonges et manipulations. Son histoire servit de sombre rappel des dangers de l'ambition démesurée et du manque d'empathie. Les premiers mois de la reconstruction furent intenses. Le travail était ardu, mais l'union des habitants et le dévouement de Charles et de son équipe transformèrent le chantier en un symbole d'espoir. Les fondations des nouvelles maisons commencèrent à être érigées, et le bruit des marteaux et des voix joyeuses remplaça le bruit des pelleteuses qui démolissaient autrefois les rêves. Marine, même avec son ventre qui grossissait, participait activement, plantant de nouveaux jeunes arbres dans ce qui serait le jardin communautaire, discutant avec les voisins, partageant des idées. Elle sentait la présence de son grand-père dans chaque recoin du village, dans chaque sourire des habitants, dans chaque fleur qui s'épanouissait. Il aurait été fier. Un après-midi ensoleillé, alors qu'ils observaient le coucher de soleil sur les nouvelles fondations, Charles s'agenouilla devant Marine. Dans ses mains, il n'y avait pas une bague en diamant, mais une petite fleur sauvage, cueillie dans le champ autour du village. « Marine, dit-il, les yeux pleins de larmes et d'amour.
Je sais que j'ai beaucoup fait d'erreurs. Je t'ai causé une immense douleur. Mais tu m'as donné une chance d'être un homme meilleur, un père pour notre enfant. Tu m'as appris le vrai sens du foyer, de la famille, de l'amour. Accepterais-tu d'être ma femme, de construire une nouvelle vie avec moi, ici, à Clairefontaine? Marine, les larmes aux yeux, n'hésita pas. Oui, Charles. 1000 fois oui. Leur étreinte fut le sceau d'un nouveau départ, d'un amour qui avait surmonté la trahison, la douleur et la perte. Le village de Clairefontaine, en reconstruction, témoignait de la renaissance d'une famille, d'une communauté, d'un espoir qui semblait avoir été perdu à jamais. Le « oui » de Marine résonna non seulement entre les fondations des nouvelles maisons, mais aussi dans son propre cœur, scellant la promesse d'un avenir qu'elle n'avait jamais osé rêver. L'étreinte de Charles, sous le ciel étoilé de Clairefontaine, était un refuge sûr, un témoignage que l'amour, la résilience et le pardon pouvaient fleurir même sur les sols les plus dévastés. La petite fleur sauvage, maintenant dans ses mains, valait plus que n'importe quel bijou, car elle représentait la pureté et la vérité d'un sentiment qui avait surmonté la douleur et la trahison. Les mois suivants furent marqués par une activité intense et une joie contagieuse. La reconstruction de Clairefontaine avançait à grands pas, portée par l'énergie de Charles et la participation enthousiaste des habitants. Les nouvelles maisons, conçues avec soin et attention aux besoins de la communauté, commencèrent à prendre forme, remplaçant les décombres par des murs solides et des toits colorés. La rivière, autrefois polluée et oubliée, fut revitalisée, et un nouveau parc communautaire, avec des arbres fruitiers et une aire de jeu pour les enfants, commença à être planifié. Marine, avec son ventre de plus en plus proéminent, était l'âme du village. Elle coordonnait les réunions, écoutait les suggestions des voisins et veillait à ce que la mémoire de son grand-père soit honorée dans chaque détail du nouveau projet. La force qu'elle irradiait était inspirante, et la communauté la voyait non seulement comme une victime qui s'était relevée, mais comme la leader qui les avait guidés vers un avenir meilleur. Charles, quant à lui, se consacrait inlassablement à sa nouvelle entreprise et à la reconstruction du village. Il s'était débarrassé de tous les liens avec le passé corrompu de son père, transformant la corporation en un exemple de responsabilité sociale. Il investissait dans des projets durables, employait les habitants du village et veillait à ce que chaque étape de la reconstruction soit transparente et éthique. La rédemption de Charles était visible dans chacun de ses actes, dans chaque sourire qu'il partageait avec Marine et avec les voisins. Jules, l'ami loyal, restait un pilier de soutien. Il supervisait les travaux, assurait la sécurité du village et était le confident de Marine et Charles. Sa présence était un rappel constant de la force de l'amitié et de l'importance d'avoir des personnes en qui avoir confiance, surtout dans les moments les plus difficiles. La famille de Charles, en particulier sa mère, avait embrassé Marine avec tendresse. Les visites de la grand-mère étaient toujours un motif de fête, et le petit Jean était choyé avec tout l'amour que la famille avait gardé. Marine, qui avait perdu sa mère si tôt et son grand-père de manière si tragique, trouvait enfin la plénitude d'une famille nombreuse et aimante, qui l'accueillait à bras ouverts. Au milieu de toute cette effervescence, Marine et Charles commencèrent à planifier le mariage. Ils voulaient une cérémonie simple, dans le village même, avec la présence de tous les habitants et amis qui les avaient soutenus. Ce serait une célébration non seulement de leur amour, mais de la résilience de Clairefontaine, du triomphe de la justice et de l'espoir. Cependant, tout n'était pas rose. L'ombre du passé planait toujours, bien qu'affaiblie. Les avocats du docteur Auguste, dans une dernière tentative désespérée, tentèrent d'annuler certaines décisions judiciaires, alléguant des irrégularités dans le processus. Maître Hélène, toujours vigilante, veilla à ce que chaque manœuvre soit rapidement contrée, protégeant la victoire qu'ils avaient obtenue avec tant d'efforts. De plus, certains des anciens hommes de main du docteur Auguste, qui avaient réussi à échapper à la prison, représentaient toujours une menace latente. Jules, avec son expérience, restait vigilant, veillant à ce que la sécurité du village soit renforcée, surtout à l'approche de la naissance du bébé et du mariage. Une nuit, alors que Marine et Charles se promenaient dans le village, inspectant les travaux des nouvelles maisons, un incident leur rappela la fragilité de la paix nouvellement acquise. Une voiture sombre passa à grande vitesse, et un objet fut lancé vers eux. C'était une pierre, enveloppée dans un billet menaçant, avec la signature de l'un des hommes de main en fuite. Le message était clair, vous n'êtes pas en sécurité. Ce n'est pas fini. La peur, un instant,
serra de nouveau le cœur de Marine. Mais Charles l'étreignit fortement, ses yeux pleins de détermination. Nous ne les laisserons pas nous intimider, Marine. Pas maintenant. Pas après tout ce que nous avons traversé. Jules, qui était à proximité, vit l'incident et agit rapidement. Il intensifia la surveillance, activa ses contacts et s'assura que la police locale, désormais sous une nouvelle direction et libérée de la corruption, était consciente de la menace. La communauté, unie, se mobilisa également, formant un réseau de soutien et de protection. Malgré les défis, Marine et Charles ne permirent pas à la peur d'éclipser la joie de leur nouveau départ. Ils savaient que la vie était faite de luttes, mais qu'ensemble, ils étaient invincibles. Le bébé dans son ventre en était la plus grande preuve, un symbole d'espoir et de renouveau qui les poussait à aller de l'avant, à construire un avenir où l'amour et la justice prévaudraient sur la cupidité et la méchanceté. La date du mariage fut fixée. Ce serait un jour de célébration, d'union, d'un nouveau chapitre pour Marine, Charles et tout le village de Clairefontaine. La promesse d'un foyer, d'une famille et d'une communauté reconstruite était sur le point de se concrétiser, et ils étaient prêts à embrasser cet avenir avec tout l'amour et l'espoir qu'ils avaient cultivé au milieu de l'adversité. La menace du billet, bien que troublante, ne parvint pas à ébranler la détermination de Marine et Charles. Au contraire, elle servit de catalyseur, renforçant l'union de la communauté et la vigilance de Jules. La police, agissant désormais avec intégrité, intensifia les recherches des hommes de main en fuite, garantissant que la sécurité à Clairefontaine était une priorité. Le village, qui était autrefois une cible facile, se transforma en un bastion de résistance et de solidarité. Les jours précédant le mariage et la naissance du bébé furent remplis d'un mélange d'anxiété et d'une joie palpable. Le ventre de Marine était énorme, et l'attente de l'enfant était au centre de toutes les attentions. Charles, plus amoureux que jamais, ne la quittait pas, veillant à chaque détail, assurant son confort et sa sécurité. Il lisait à voix haute au bébé, chantait des berceuses et rêvait éveillé de l'avenir qui les attendait. La reconstruction du village était presque achevée. Les nouvelles maisons, avec leurs jardins fleuris et leurs vérandas accueillantes, témoignaient de la résilience des habitants. Le parc communautaire était prêt, avec des balançoires et des toboggans qui attendaient les rires des enfants. Clairefontaine renaissait de ses cendres, plus forte et plus unie que jamais. Le mariage fut prévu pour avoir lieu dans le nouveau centre communautaire du village, un espace simple, mais plein de signification. Les habitants s'unirent pour décorer le lieu avec des fleurs des champs, des rubans colorés et des guirlandes lumineuses, le transformant en un décor de conte de fées. Madame Louise, la mère de Charles, aida Marine à choisir sa robe de mariée, un modèle simple et élégant qui mettait en valeur sa beauté naturelle et la douceur de sa grossesse. Le matin du mariage, le soleil brillait intensément, comme un présage de bonne fortune. Marine, le cœur débordant d'émotion, sentait la présence de son grand-père dans chaque rayon de soleil, dans chaque brise légère. Elle savait qu'il aurait été fier. Charles, nerveux mais radieux, l'attendait à l'hôtel improvisé, avec Jules à ses côtés comme témoin. La cérémonie fut simple, mais profondément émouvante. Marine marcha vers Charles, le regard fixé sur le sien, sentant la vie pulser en elle. Les promesses d'amour et de loyauté furent échangées, et les larmes coulèrent sur les visages des invités. C'était plus qu'un mariage. C'était la célébration d'une nouvelle vie, d'une nouvelle famille, d'une nouvelle communauté. Au milieu de la fête, cependant, la vie décida de faire son propre cadeau. Marine sentit une piqûre, une contraction qui la fit halter. Charles, attentif, le remarqua immédiatement. « C'est l'heure » murmura-t-il, les yeux écarquillés de surprise et de joie. La panique initiale fit place à une action coordonnée. Jules, avec son calme habituel en période de crise, prépara la voiture. Charles, Marine dans ses bras, l'emmena rapidement à l'hôpital le plus proche, accompagné de Madame Louise et Jules. La fête de mariage se transforma en une course contre la montre, mais avec un but encore plus grand. Quelques heures plus tard, dans une salle d'accouchement pleine d'émotion et de tension, Marine donna naissance à un magnifique petit garçon. Les pleurs du bébé remplirent la pièce, et Charles, les larmes aux yeux, coupa le cordon ombilical, ressentant une connexion indescriptible avec son fils. Ils l'appelèrent Jean, en hommage au grand-père de Marine, un symbole de force, de sagesse et d'amour. La nouvelle de la naissance de Jean se répandit rapidement dans le village,
transformant la fête de mariage en une célébration encore plus grande. Les habitants trinquèrent à la nouvelle vie, à la nouvelle famille, à la nouvelle Clairefontaine. Pendant que Marine se remettait à l'hôpital, avec le petit Jean blotti dans ses bras, Charles reçut un appel de maître Hélène. Les derniers hommes de main en fuite avaient été capturés, et les ressources que le docteur Auguste avait tenté de cacher avaient été retrouvées et récupérées. La justice, enfin, était complète. Avec l'arrestation des derniers criminels et la récupération des biens, la reconstruction de Clairefontaine put être achevée avec encore plus de ressources, garantissant que chaque famille ait non seulement une maison, mais un foyer digne et sûr. L'entreprise de Charles, désormais entièrement réformée, devint un exemple de la façon dont le succès financier pouvait aller de pair avec la responsabilité sociale. Marine et Charles, avec le petit Jean dans leurs bras, retournèrent au village. Leur maison, l'une des premières à être reconstruite, était prête, pleine de lumière et d'un amour qui semblait déborder de chaque recoin. La famille de Charles, désormais complète et unie, les attendait avec un dîner de bienvenue, célébrant le nouveau départ. La vie à Clairefontaine, au fil des jours, retrouva son nouveau rythme. Les enfants jouaient dans le parc, les voisins s'entraidaient, et le son des rires et des conversations joyeuses remplissait l'air. Marine et Charles, avec Jean dans leurs bras, observaient le village, ressentant une immense gratitude pour tout ce qu'ils avaient accompli. Le repentir tardif de Charles s'était transformé en une profonde rédemption, et la douleur de Marine, en un amour qui l'avait transformée en une femme forte, résiliente et heureuse. La vie à Clairefontaine, désormais entièrement reconstruite, pulsait d'une énergie renouvelée. Les maisons, érigées avec soin et dévouement, étaient plus que de simples habitations. C'étaient des foyers, remplis d'histoire, de rires et de la promesse d'un avenir radieux. La rivière, propre et revitalisée, reflétait le ciel bleu, et le parc communautaire était le théâtre des jeux des enfants, dont les voix joyeuses remplissaient l'air, faisant écho à l'espoir qui avait renaît. Marine, désormais une femme forte, sereine et mère, observait tout avec un sourire aux lèvres. Le petit Jean, avec ses yeux curieux et un sourire édenté, était la personnification de toute la lutte et de tout l'amour qu'elle avait trouvé. Il était la preuve vivante que, même après la plus grande des tempêtes, la vie trouve toujours un chemin pour fleurir. Charles, aux côtés de Marine, était un homme transformé. L'ambition démesurée de son passé avait été remplacée par un noble dessein et un amour inconditionnel pour sa famille et sa communauté. Il était devenu un leader respecté, non par le pouvoir ou l'argent, mais par son intégrité et son dévouement. Son entreprise, désormais un modèle de responsabilité sociale, continuait d'investir dans des projets qui bénéficiaient non seulement à Clairefontaine, mais aussi à d'autres communautés défavorisées, semant les graines de l'espoir et de la justice. Jules, l'ami loyal et protecteur, avait trouvé sa propre place de paix dans le nouveau Clairefontaine. Il continuait d'être le bras droit de Charles dans la gestion des projets communautaires, et un oncle affectueux pour le petit Jean. Sa présence était un rappel constant de la force de l'amitié et de l'importance d'avoir des personnes en qui avoir confiance, surtout dans les moments les plus difficiles. La famille de Charles, dirigée par Madame Louise, avait embrassé Marine et Jean avec toute sa tendresse. Les visites de la grand-mère étaient toujours un motif de fête, et le petit Jean était choyé avec tout l'amour que la famille avait gardé. Marine, qui avait perdu sa mère si tôt et son grand-père de manière si tragique, trouvait enfin la plénitude d'une famille nombreuse et aimante, qui l'accueillait à bras ouverts. Les parents de Marine, partis trop tôt, et son grand-père, qui avait lutté jusqu'au bout, étaient rappelés avec tendresse et gratitude. Leur mémoire n'était plus une source de douleur, mais d'inspiration. La maison de Marine et Charles, avec ses fenêtres bleues et un jardin fleuri, était un sanctuaire d'amour et de paix, où les souvenirs du passé se mêlaient aux promesses de l'avenir. Un après-midi ensoleillé, Marine et Charles étaient assis sur la véranda de leur nouvelle maison, observant Jean jouer dans le jardin. Le soleil doré baignait le village, et le son des rires des enfants était la bande sonore parfaite pour ce moment de paix. Charles étreignit Marine, embrassant ses cheveux. « Je n'aurais jamais imaginé que la vie puisse être ainsi, Marine, » murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « J'étais aveugle, égoïste. Tu m'as montré le vrai sens de tout. » Marine se tourna vers lui, ses yeux pleins d'amour. « Nous nous sommes rencontrés au milieu de la tempête, Charles. Et ensemble, nous avons construit un nouveau soleil. » Ils s'embrassèrent, un baiser qui scellait non seulement leur amour, mais aussi le chemin qu'ils avaient parcouru.
La douleur de la trahison, la perte, la lutte pour la justice, tout avait culminé dans ce moment de paix et de plénitude. La scène finale se déroule avec Marine, désormais une femme forte et sereine, observant la construction de sa nouvelle maison dans le village reconstruit, avec Charles à ses côtés et son fils Jean dans les bras. La scène est remplie de la joie de Madame Louise et des habitants qui reviennent, tous travaillant ensemble pour un avenir prospère. Elle sourit, regardant l'horizon, tandis que Charles l'étreint, symbolisant l'union, l'espoir et la reconstruction d'un foyer et d'une communauté. Le soleil se couche, peignant le ciel de teintes vibrantes, et la promesse d'un nouveau jour, d'un nouveau départ, plane dans l'air.